Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog en compagnie de Quentin, Monsieur 3D, qui nous a rejoint pour cet événement quand même, la fin de la saga du Hobbit réalisé par Peter Jackson, avec ce dernier volet, la bataille des 5 armées, qui vient donc clôturer tous les enjeux qui ont été lancés depuis le début. Que va-t-il arriver à cette putain de montagne qu'on a essayé de rejoindre depuis le début? Que va-t-il arriver à ces putains de nains? Que va-t-il je vais mettre putain devant tout. Que va-t-il arriver à Smaug? Que va-t-il arriver à la ville qui était à côté, parce qu'on avait laissé tout ça en plan à la fin du film d'avant? Et puis évidemment, quel va être le destin de ce fameux petit Hobbit, puisque c'est un des problèmes qui est plus ou moins soulevable dans le film. On va commencer par l'avis global. Quentin, quel est ton avis général sur le film? Eh bien déjà, merci beaucoup. Mais je t'en prie, c'est normal, c'est un plaisir d'être ici. Écoute, je place le film moins bon que le premier et le deuxième. Donc ça, du coup, tu le sais. Je l'ai trouvé un petit peu légèrement en dessous au niveau du rythme, au niveau en fait du matériel de base de ce que Peter Jackson avait sous la main. Et je pense que ça, on va y revenir. En fait, c'est une question de découpage de son film qui à la fois se comprend et en même temps c'est une faiblesse sur le produit final. Mais sinon, c'est un divertissement non pas qui vaut les deux premiers, mais qui arrive à clôturer l'histoire. De toute façon, il n'avait pas d'autre ambition que ça. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé, Dudu? Qu'est-ce que j'ai pensé de ces 2h45 de Civilization 4 et de l'air sur écran tu veux dire? Exactement. On l'a vu en 3D HFR. Cette fois-ci, on est sûr qu'on l'a vu en 3D HFR parce que c'était moche. Il m'a dit en sortant du film, si j'avais vu le premier comme ça, je serais pas allé voir les deux autres. Oui, du coup, je corrige. Je n'ai vraiment pas vu le premier en HFR. Mon avis global, c'est pas celui que j'ai le plus détesté. Vraiment, je crois que c'est le premier sur lequel tous mes griefs sont concentrés, parce que c'est vraiment celui que je trouve le plus difforme, en fait, le plus incohérent. En ce qui concerne ce troisième volet, ce serait plutôt ce que j'ai pensé du deuxième, c'est-à-dire au moins c'est cohérent en tant que film. On évite de partir dans des choses qui sont incompatibles en termes de dramaturgie et d'épique et d'écriture. Après, il y a quand même pas mal de choses qui m'ont un petit peu fait remuer sur mon siège. Donc je peux pas dire que ce soit non plus dithyrambique. Ça passe. Comme passait le 2 pour moi, avec quand même quelques petits bémols sur lesquels on va revenir puisqu'on va développer tout ça dans la vidéo, mais quelques petits bémols quand même à mettre à quelques endroits. Pour commencer, j'ai envie de te dire que mon premier reproche, on va parler de l'équilibrage de l'histoire, on va parler en gros de ce premier souci qu'on a évoqué, c'est-à-dire le contenu du film. Moi je trouve, et c'est surprenant, je trouve que le film est passé vite. Parce qu'il fait quand même 2 heures et quelques. Je sais que toi t'as pas du tout cette impression-là. Je trouve que le film est passé très vite. Je trouve qu'il y a très peu de scènes sur lesquelles on s'attarde, en particulier les scènes d'introduction. On développera en gros. Et que il y a un côté un peu expédié. Je trouve qu'on s'attache pas assez à certaines scènes. Il y en a qui sont très bien faites où il arrive à se poser, mais je trouve qu'on ne s'attache pas assez à certaines scènes. Et je trouve que globalement ça va très très vite, et même que c'est bordélique. L'introduction en particulier, on va rentrer dans le vif du sujet. L'intro qui reprend pile poil où s'était arrêté le deuxième film et qui du coup continue l'événement de Smaug ou de Smaug ou de machin, parce que eux-mêmes le disent de 36 000 façons différentes pendant le film. J'étais complètement perdu, je ne voyais pas ce qui se passait, et ce qui se passait, je trouvais que ça allait extrêmement vite. Alors j'ai un problème, et je pense que c'est ça aussi qui m'a beaucoup perturbé dans l'intro, c'est que le 48 FPS m'a donné l'impression que le film est vraiment passé en accéléré dès le début, et comme au début, c'est justement des moments d'action, des gens qui fuient, des gens qui courent, des gens qui crient, etc., ou qui rament comme des malades pour essayer d'avancer. J'ai eu l'impression vraiment que le truc était en accéléré, que les gens étaient sur la barre en train de faire... c'était très bizarre. Faut un temps d'adaptation, si tu veux, en fait. Mais je trouve que ça m'est pas vraiment passé, même à la fin du film, je sentais toujours cet effet d'accélérer. Donc c'est quand même assez emmerdant. Oui, c'est pour ça que toi, t'as trouvé que ça allait vite, du coup, moi, j'ai trouvé que ça allait vite, et je trouvais que j'ai pas vu les 2h30 passer. Et je trouve que le premier défaut d'équilibre, c'est ça. C'est un début beaucoup trop en trompe, parce que ça devrait être un climax de fin de film, et c'est un début de film. Donc ça colle pas, c'est pas au bon endroit, c'est pas au bon moment, à mon sens. Je pense que t'es plutôt du même avis. Ouais, là-dessus, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un risque, et je pense qu'il est tombé dedans, en fait, Peter Jackson. Mais qui était annoncé dès le début. Dès la sortie du film. Oui, mais il aurait pu trouver un moyen de l'éviter, d'équilibrer un peu mieux la chose. C'est un optimiste. Non, mais il aurait pu trouver le moyen, c'était le risque. Et là, on spoil, du coup. Léger sur le début. Léger sur le début, c'est que les événements concernant le dragon, concernant Smaug, se terminent, et il faut rebondir sur la bataille des 5 armées. Le seul souci, c'est que il faut arriver à amener ça correctement, à pas l'expédier,
notamment parce que Smaug représente un enjeu narratif énorme. Il est au centre des deux premiers. On parle de lui. Dans le premier, on parle de lui. C'est comme on parle de Sauron dans la trilogie de l'Anneau, justement. Il est cet antagoniste-là. Et du coup, là, le problème, c'est que dans le troisième, mais c'était prévisible avec justement le matériau de base dans le livre. Ça allait être expédié extrêmement rapidement. Mais le problème, il est pas vraiment là. Le problème, c'était d'arriver à rebondir sur le plus gros enjeu qu'est la bataille des 5 armées. Et je trouve qu'au final, malheureusement, ce qu'on retient plus du film et ce qu'on avait le plus envie de voir, c'était Smaug, quoi. C'était ce personnage, en plus vachement charismatique, extrêmement bien interprété. C'est ce que j'ai adoré justement dans le deuxième. Ouais. Et là, du coup, en fait, ça fait un peu l'effet d'un prout, quoi. C'est-à-dire qu'il se casse. C'est un peu ça. Et c'est ça vraiment, je pense, le plus gros problème au niveau du rythme. Mais là où tu penses que je suis optimiste, parce que il y a le problème, le matériel de base était comme ça, quoi. Ben oui, mais justement, c'est le travail d'une adaptation quand tu en fais un film de justement faire des choix. Et le truc, c'est qu'il l'a fait pour plein d'autres choses, en particulier les protagonistes qui ont été ajoutés, les histoires qui ont été ajoutées, les choses qui ont été modifiées. Donc, s'il l'a fait pour le reste, il aurait pu le faire pour Smaug. Et effectivement, il ne l'a pas fait du tout. Ce qui veut dire que l'enjeu principal de cette trilogie, c'est-à-dire ce qui a été la base de toutes les emmerdes, c'est le dragon qui a envahi Erebor. Ouais. Donc c'est la base de tout. C'était l'enjeu du deuxième film. Et ça devient l'intro du troisième film. Oui, parce que justement, il y a plus rien ensuite. Il y a l'enjeu, si tu veux, narratif, en fait, qui est en dessous, qui t'explique, qui t'introduit, tu sais, dans le premier et dans le deuxième progressivement, qu'en fait, voilà, il y a cette rivalité avec les elfes, qui appartient à la montagne. Et du coup, c'est assez classique, ça, au final. Et au final, c'est parce que c'est ça qui arrive après, derrière, en mode, c'est ça le vrai enjeu. Mais là, c'est pas très bien amené. Bah, c'est pas très bien amené parce qu'en plus l'enjeu c'est un enjeu d'énormes conflits, d'énormes guerres et on a du mal. Enfin, je trouve que j'ai du mal à avoir des enjeux personnels dans le milieu de ce. Parce que il a mis beaucoup trop d'importance sur Sauron, justement, qui et peut-être c'est là que dans le livre justement c'est peut-être mieux équilibré, qui dans le livre est beaucoup plus absent. Ce n'est pas une armée d'orques gigantesque qui débarque à la fin, c'est une armée de gobelins. Il me semble, mes souvenirs sont assez loin quand même sur le livre, mais il me semble que c'est ça, c'est les gobelins qui redébarquent en force après la mort de leur roi. Et il y a ce conflit-là, mais qui reste du coup un peu interne. Et là, en fait, tu sens que Peter Jackson s'est un peu emporté. Il a voulu refaire en fait le grandiose qu'il avait dans la trilogie de l'Anneau, en se faisant une énorme bataille style. Ça rappelait des tas de batailles. Bien sûr. La fin du Hobbit, c'est limite des bouts de bataille de l'intégralité de la trilogie de l'Anneau qu'il a remis les uns après les autres. Je savais pas que l'univers du Hobbit et de Dune était mélangé, parce qu'il y a des vers des sables aussi. Oui. c'est très très problématique, je trouve. On en parlera à quelqu'un, on verra ce qu'il dira. Ouais, on en parlera à quelqu'un. Ce qui devrait normalement d'ailleurs m'énerver, parce que c'est justement ce que je reprochais au premier film, c'est que le premier film mélangeait l'épique du Seigneur des Anneaux, un épique de fable, de fable pour enfants, qui était celui du Hobbit, qui, à mon sens, ne marchait pas du tout, ce qui faisait que, en fonction du combat, les enjeux étaient différents. C'est-à-dire que quand les personnages se battaient, des fois ça pouvait être un truc juste pour se marrer, et de la comédie, et on descend un ravin avec des gobelins, et on tombe sans aucun souci en bas. Et d'un seul coup après, on a des décapitations, des mecs qui meurent, des trucs comme ça, et c'est pas cohérent. Alors, je trouvais que le premier mélangeait les deux et que ça marchait pas, que le 2 était que sur la fable et que ça marchait mieux, et celui-ci, je trouve, n'est que sur cette épique-là, l'épique Seigneur des Anneaux, parce que ne serait-ce que rien que l'attaque de Smaug au début, c'est pas du tout un truc drôle, et la bataille des 5 armées, c'est pas un truc drôle non plus, même s'il y a quelques petits passages un peu comic relief, mais c'est pas un truc drôle. Donc, c'est plus équilibré quand même. C'est-à-dire que du coup, oui, c'est pas le même épique que le deuxième épisode, c'est pas non plus du coup le mélange d'épique du premier, mais en soi c'est cohérent et je trouve que dans le film ça marche plutôt pas mal. Donc ça aurait dû m'énerver et finalement non. Mais c'est vrai que il y a un enjeu qui est 10 fois trop important presque. Enfin je trouve se concentrer à ce point-là sur cette bataille méritait pas un film. Je trouve que même d'ailleurs en un seul film la bataille passe assez vite parce qu'on se concentre beaucoup parfois sur des conflits personnels qui sortent un peu de la grosse bataille, mais on voit pas assez les conflits personnels pour être dedans, et on voit pas assez la grosse bataille pour être, je trouve vraiment dans l'épique, quoi. Bah justement, surtout qu'elle est toujours filmée de loin. Mais elle dure 1 heure. Oui. Donc je trouve pas pourquoi tu trouves qu'elle passe vite. Elle dure 1 heure la bataille. C'est parce qu'elle est progressive. C'est pas toujours comme il y a un crescendo, donc il y a un côté, ça reste nouveau. C'est pas 1 heure de la même chose, c'est 1 heure de progression et de changement d'ambiance et de changement d'endroit. Il y a des passages sur la plaine où il y a de l'herbe, il y a des passages en haut avec de la chute de la neige. Mais comme là, de toute façon, la bataille là, c'est juste un prétexte en fait pour
se concentrer, si tu veux, sur Thorin avec son amour de l'argent, etc. Est-ce qu'il va aider, est-ce qu'il va interférer? C'est juste un prétexte, en fait, au développement des personnages et aux relations des personnages, comme tu l'as dit, au milieu de cette bataille, il va y avoir l'implication des micro-scénarios, les histoires d'amour, etc. Mais là, c'est qu'un prétexte. Oui, c'est une histoire d'amour, une romance. Mais du coup, globalement, l'histoire, c'est tout le monde sait ce que ça va être. En gros, je voudrais juste passer vite fait au personnage parce que tu me fais penser à un truc. Je trouve que, alors moi qui ne me suis attaché à aucun des personnages, mais vraiment aucun de la saga, de toute la saga, même pas les anciens que j'aimais bien et que je revoyais venir. Même pas Bilbo. Mais tout le monde aime Bilbo. J'aime pas Bilbo. Je trouve que le passage où Thorin a un conflit intérieur vis-à-vis de ce qu'il doit faire par rapport à la bataille extérieure et de sa quête de l'Arkenstone et du trésor, etc. Ouais. Je trouve que cette scène est très bien faite. C'était un moment un peu étrange dans le film où d'un seul coup ça devenait un film qui vraiment essaie de parler des problèmes intérieurs du personnage et de mettre les conflits visuellement visibles à l'écran, tu vois, avec tout ce genre de déformation, tout le bordel. Et je trouvais que ça rendait vachement bien et que d'un seul coup ça faisait une pause très juste dans le film. En fait, au niveau de la tonalité sentimentale et tout, c'est d'un seul coup un passage introspectif où vraiment on s'intéressait au conflit intérieur du personnage que je n'ai pas senti depuis le début. Avec Lore, là, quand il est sur l'or, là. Moi, depuis le début, je sens pas, en fait, les conflits intérieurs et les enjeux de Thorin. Je trouve que je comprends qu'il veut reprendre sa montagne. En soi, j'ai du mal à voir ce qui, plus que ça chez lui. Et là, du coup, ce passage-là, je trouvais qu'il était très bien fait et pour le coup, je me suis senti investi dedans. Donc, un bon point quand même à signaler. Je trouvais que le développement du personnage était plutôt... Faudrait les compter, les bons points, là, parce que il est parti, là. Non, je crois que les bons points que ce passage-là était plutôt intéressant. Il y a un truc plus juste. C'est peut-être parce que on arrive au moment épique, au climax, et que les enjeux deviennent très importants, et que là, du coup, ça commence à devenir suffisamment épique pour que je me sente dedans. Mais je trouvais que globalement, le comportement des personnages, leur conflit intérieur et leur dilemme, celui qui... comment il s'appelle, là, le vieux qui le conseille depuis régulièrement, qui conseille Thorin. Balin. C'est Balin. Oui, c'est Balin. Oui, c'est Balin, évidemment. Et il est même lui quand je l'ai vu Santa Claus. Quand je l'ai vu regarder Thorin et sentir sa déception, enfin son conflit intérieur, son désespoir intérieur de voir Thorin finir comme ça, je l'ai trouvé juste aussi. Je trouvais qu'il y avait des trucs qui passaient plutôt bien. Il y a toujours la nouvelle elfe que je trouve qui n'a rien à faire là, etc. Mais encore, c'était pas trop... J'ai trouvé que c'était surtout Legolas qui avait rien à faire. Ouais. Là. Il est totalement... aussi. Le mec ne sert à rien tout le film, mais pour de vrai. C'est-à-dire vraiment, là, il arrive, c'est comme un cheveu sur la soupe. À un moment, il l'emmène. Et ça sert à rien en plus, tu veux. Ça recrée, encore une fois, une scène du Seigneur des Anneaux. Tu sais, quand les Hobbits et Gollum arrivent devant Minas Morgul et ils voient l'armée sortir. Et là, c'est la même. C'est l'idée, c'est qu'il faut qu'ils sachent qu'il y a une autre armée qui débarque. Donc il faut qu'on trouve une justification. Mais au final, enfin voilà, il n'y a pas besoin de mettre Legolas. Gandalf avait qu'à dire, il y a une armée qui débarque du Nord et tout le monde aurait dit, oui, bien sûr, Gandalf, il n'y a pas de souci. Voilà, l'apport, de toute façon, après, c'est discutable. L'apport de personnages supplémentaires et un peu pour faire plaisir, etc., comme Legolas, ou l'implication plus importante de Sauron, ou même de Gandalf. Dans le bouquin, le film Legolas is awesome, parce que dans le bouquin, Gandalf se barre et des fois il revient 50 pages plus tard en mode j'étais parti là-bas faire tel truc, parce que le récit se concentre beaucoup plus sur Bilbo. Et donc bon, ça après c'est discutable, c'est cette envie d'apporter des personnages de la trilogie originale. J'ai un vrai problème avec Legolas et je m'en suis rendu compte avec ce film-là. Le Legolas du Hobbit est plus froid, plus dur et plus mature que le Legolas du Seigneur des Anneaux. Mais je pense que c'est fait exprès, ça, parce que dans Seigneur des Anneaux, tu sais, il se transforme, il devient l'elfe sympathique. Mais je le trouve pas logique, c'est-à-dire que même au début, quand on le voit dans le conseil, bon alors, effectivement, il a été dans les forêts de la Lorienne pendant très très longtemps, et du coup, il a pu effectivement devenir un peu plus calme. Ouais. Mais je trouve que il a un côté plus, c'est con, mais l'acteur a vieilli. Et je trouve qu'il a plus ce côté jeune et frais et ouvert qu'avait Legolas dans le Seigneur des Anneaux, où c'était son premier rôle quasiment à Orlando Bloom. Donc là, tu parles vraiment en tant que l'acteur. Dans son interprétation, mais je pense que c'est voulu par Jackson aussi. Mais du coup, je comprends pas trop cette idée de le faire beaucoup plus dur que dans les autres et de le faire. Enfin, vraiment, je trouve limite connard moi dans ce film. Parce qu'il est soumis à l'autorité de son roi, qui lui méprise les nains.
Oui. Et donc lui, il le suit, et au bout d'un moment, il finit par s'ouvrir à l'idée que il peut y avoir un dialogue. Mais même en dehors des nains, enfin, je trouve que même dans sa façon de réconforter la nana, ou dans sa façon de lui parler, ou dans sa façon de parler, en général. C'est un elfe très fier. Il est toujours comme ça, il a toujours les sourcils froncés, il est droit, il sourit jamais une fois du film, il fait vraiment, enfin, je sais pas, on a l'impression qu'il a plus d'émotion presque, il est trop dur, trop adulte presque, tu vois, trop mature. Par rapport à ce qu'il est dans le reste. Oui, non, je vois ce que tu veux dire, oui. Mais peut-être qu'effectivement, toute l'idée du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il se libère petit à petit, mais enfin, même quand il arrive au début, je le trouve plus léger et plus jeune, plus frais que tout ce qu'on voit dans la saga du Hobbit, là, à l'heure actuelle. D'accord. Donc je trouve que c'est un personnage qui est très bizarrement traité et il y a quelque chose qui passe pas du tout. Enfin, vraiment, pour moi, il y a alors, l'histoire de sa mère. Oui. Alors, vous allez apprendre dans ce film, en 40 minutes, que Legolas a eu une maman et qu'elle l'aime. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Il y avait besoin de faire revenir Legolas pour dire ça? Oui, là, je m'énerve. Non, parce que là, franchement, effectivement, Legolas ne sert à rien pendant le film, mais en plus, il rajoute des scènes d'un cucu. Ouais, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, ouais. Ils arrivent devant la tour et l'autre, il est là. Ma maman est morte ici. Ah bon? Oui, okay. oui, en plus, ils vont sur les ruines d'Ingmar. Voilà. Je pense aussi que c'est fait pour faire un clin d'œil au Silmarillion, ça. Il me semble que c'est compté, ou en tout cas que c'est mentionné dans le Silmarillion, le Silmarillion, les dernières batailles, en fait, devant Ingmar. Mais après, l'utilité en elle-même, c'est du fanservice, quoi. Bah, c'est un peu le problème de toute l'utilisation de Legolas dans cette saga, de l'arrivée de la nana aussi en plus. Enfin, vraiment, c'est assez visible. Cela dit, on va peut-être pas s'étendre pendant 3 heures non plus sur chaque détail. On a fait histoire, personnage. Mais Legolas, c'est important. Attends, est-ce qu'on quand même oublie pas un personnage important Ah oui. Galadriel peut-être, qui est bizarrement traité aussi. Elle était pas mal, là. Galadriel, j'ai bien aimé. Instagram! Mais non, ça c'est le reste. Là, on passera à l'aspect visuel ensuite. Là, je vais m'énerver. Mais encore une fois, enfin, tout ce passage ne sert à rien. Tout le passage avec Sauron ne sert pas à grand chose. Elle nous refait le passage. Je passe en négatif sur le film où elle devient d'un seul coup noire au lieu d'être blanche. Et c'était beaucoup mieux dans le. C'était mieux. Je sais pas si c'était dans la trilogie originale. Ça m'avait terrifié quand j'étais petit, ça. J'ai vu le premier Seigneur des Anneaux, j'étais assez jeune. C'est-à-dire que quand elle est là, et puis elle est là avec son visage négatif et. Mais oui, mais c'est la façon de le filmer, tu vois. J'étais mort de trouille. Et je voyais quand j'étais gamin, je comprenais même pas. Je disais mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais quand dans le Seigneur des Anneaux, t'es en face, t'es en plongée, en contre-plongée, donc elle te domine et elle te regarde directement. Donc il y a un truc qui marche bien. Là, dans celui-là, la caméra elle tourne tout autour d'elle, comme dans tous les. C'est assez épileptique de toute façon ce passage. J'ai pas compris le. Ah mais c'est très très épileptique. Mais on y reviendra parce que c'est vraiment un gros problème de. Donc tu parles là de son traitement elle. Son traitement à elle, enfin. Il est fidèle. En tout cas, tu trouves fidèle? Le personnage, oui, est fidèle. C'est un personnage en fait extrêmement puissant. Galadriel, ils te montrent là justement, ils te font un clin d'œil. Il y a ce plan où ils te montrent qu'elle a sa bague au doigt, si tu veux. Elle a énormément de pouvoir. Mais elle est super puissante, sauf quand ça permet aux autres de se bastonner. C'est-à-dire que quand même, elle arrive, elle claque du doigt, pouf, et d'un seul coup. Oh, je me sens un peu fatigué, je vais m'allonger. Oui, ses pouvoirs ont été affaiblis par les ténèbres environnantes. Oui, enfin, à une seule utilisation, ça fait pas beaucoup quand même. Je suis désolé, là, je te l'ai fait. Elle est pas très, elle est pas très résistante, quoi, je veux dire. Non, mais après, ça, c'est une question de, j'ai envie de dire si tu acceptes ou pas, tu vois, un peu en mode suspension d'incrédulité, que voilà, elle a utilisé son pouvoir et d'un coup, elle est affaiblie. Je dirais que c'est la scène en elle-même qui est de toute façon mal dosée. Tout ce passage-là, mais de toute façon, où ils arrivent, très très mauvais. Bon, tu sais, on enchaîne sur ce passage-là. On est en plein dedans là. Vraiment, si tu veux. allez. Elrond qui débarque avec sa grande armure. Il y a un passage donc à Dol Guldur du coup. Oui. Où Sauron reconstruit son armée et essaye de revenir à la vie. C'est pas un spoiler puisque c'est l'histoire des 3 films qu'on a vus il y a 10 ans. Sauron c'est le méchant, tu sais. Voilà, pour ceux qui auraient pas. Et du coup, Sauron invoque l'esprit des 9, les humains, à qui il a donné ses anneaux, pour se débarrasser de Gandalf, mais d'autres personnes aussi, de Galadriel, etc. Et cette scène est un passage de jeu vidéo. Alors je vous laisse m'entendre dire ça pendant beaucoup de choses, j'ai déjà dit civilisation, etc. Mais les effets spéciaux sur les fantômes sont incompréhensibles. Il a passé toute la saga à les faire arriver de façon
tranquille, avec d'abord sortir des murs, tu vois, en faisant des nuages, des machins, des petites vaguelettes, des trucs dans ce genre-là, des passages à les faire devenir progressivement apparents, progressivement machin. Dans cette scène, les fantômes respawn. C'est un FPS où quand le fantôme se fait tacler, d'un seul coup il disparaît, il apparaît à un autre endroit, et en une fraction de seconde, c'est pas un petit truc machin, c'est pop. Et on a limite l'impression que c'est un bug visuel. Cette scène était ignoble visuellement. Enfin, t'étais comme moi, t'as eu des... Alors peut-être pas à ce point-là, mais pas pour les, alors pas à ce point-là, et pas spécialement pour les Nazgûl, parce qu'en fait, au début, quand la scène a commencé, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai bien aimé le traitement, si tu veux, des fantômes, un peu des espèces de bugs en fait, tu vois. Et je sais pas, au début, j'avais bien aimé, mais ça devient très vite incompréhensible. C'est surtout en fait moi à la fin de la scène, celle-ci on va arriver après, qui m'a pas plu quoi. D'accord. Mais je comprends bien évidemment tout ce que tu dis sur qui respawn. Et je pense que ça vient aussi des conditions dans lesquelles un peu on l'a vu comme tu dis en 48 FPS. Non, parce que justement, ça veut dire que si ça apparaît en une frame en 48 FPS, ça veut dire que c'est encore pire en 24. Je pense vraiment que ça, plus la 3D, en fait, et du coup, ça surcharge beaucoup. Visuellement, je pense que c'était très surchargé, du coup, et avec la rapidité. Ce qui indique aussi que c'était une mauvaise idée de je pense que c'est ça. Il en a peut-être trop fait visuellement, et du coup, en fait, t'arrives pas à suivre. Sans deck. Non, mais, tu crois qu'il en a trop? Non, mais là, je parle de cette scène en particulier. Non, mais bien sûr. Mais là, je parle de cette scène, je parle de la technique. La technique, en fait, d'utilisation, si tu veux, d'incrustation, etc. Au début, je trouvais ça bien. Mais là, c'est quelque chose de nouveau. Il y a rupture de style, justement, avec les premiers, où, normalement, c'est des fantômes, etc. Là, il a voulu les faire. Je pense que c'est pour symboliser, le fait qu'ils sont presque physiquement présents sur Terre. Oui. Et que du coup, si tu veux, ils sont plus du tout des fantômes, ils sont presque là. Mais c'est raté. Oui, enfin, c'est pas très réussi. Non, mais il y a vraiment un truc jeu vidéo parce qu'il y a un côté, il y avait presque un côté, tu sais, round one fight avec le Sauron qui apparaît et d'un seul coup, t'as les 9 qui sont bien alignés pile poil et puis qui bougent en se rapprochant, mais en se rapprochant selon un chemin tout droit déterminé par un jeu vidéo ou un truc dans le genre. Enfin, l'animation les déplacements avec quelque chose de dégueulasse. Et on va revenir globalement à ce qui me plaît pas dans ce film, c'est que c'est dégueulasse, encore une fois, et il y a plein de passages qui font jeu vidéo, mais à un point incroyable. Toutes les scènes de bataille filmées en hauteur, du haut d'une colline ou d'un machin ou d'un plan dans le ciel, mais tous filmés en hauteur, avec des armées compactes en petits carrés qui se déplacent toutes au même rythme. J'avais l'impression d'être devant Civilization ou devant Age of Empires ou un truc dans le genre là, quoi. Une version restante, peut-être, parce que c'était sympa. Mais vraiment un truc de ce niveau-là. Le début avec Smog, ça ressemble à un mauvais jeu d'action avec des trucs qui arrivent dans tous les sens. Et en particulier le HFR, dont je vais vraiment pouvoir parler cette fois-ci, parce que pour la première fois, j'ai vraiment eu une expérience de HFR. Quand je dis que ça donne une image dégueulasse, c'est que c'est trop fluide, que ça fait télévision, c'est pire que ça. C'est que comme le film a déjà une esthétique très artificielle, ça fait jeu vidéo. Pour moi, tout le passage de Smog au début, tout le passage du combat des armées faisait jeu vidéo. Et il y a que les moments de calme, un petit peu tranquille, un peu large, où la caméra commençait à avoir des mouvements un peu plus souples, qui commençaient à passer. Le 48 FPS c'est tellement précis que on sent même plus encore tous les défauts de caméra épaule. Il y a plein de moments où la caméra essaie de se recadrer ou essaie de refaire son cadre, et où vraiment moi qui ai l'habitude d'avoir une caméra entre les mains, j'ai senti que il n'y a pas cette atténuation de tes tremblements que fait le 24 FPS. Comme il y a moins d'images, tu vois moins les moments où ça dodeline. Ouais. Et là, comme t'es en 48, tu vois tous les moments où il essaye de rattraper sa caméra et ses machins, et moi j'ai ressenti tous les tremblements de caméra et tous les trucs, j'ai tous sentis. Alors toi peut-être moins parce que t'es moins habitué à la technique. Pas vu. Mais moi vraiment dégueulasse, et vraiment je méprise ce format d'image. Cameron est en train de tourner tous les avatars comme ça en 48 FPS aussi, je sens que ça va être un calvaire pour moi. Toi globalement, t'as eu cette sensation de jeu vidéo ou pas du tout? Avec le numérique, oui, mais pas avec ce que tu décris. Parce que moi, je l'ai pas ressenti de mouvement de caméra très brusque. C'est vraiment moi. J'ai vu une technique au niveau du cadrage qui était semblable aux autres Hobbits en général. Peut-être différent, oui, de la trilogie de l'anneau, mais pour les plans épaules, ça se sent beaucoup plus. Les plans épaules se sentent beaucoup plus. Ouais. Mais après voilà, c'est juste mes petits délires de perfectionniste de oui, mais c'est marrant parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a une tentative quand même de revenir un peu à du décor naturel, et il y a beaucoup, tu vois, les statues, ça se voit que c'est du vrai. Quand il est sur son cerf géant, tu sens qu'il y a beaucoup de passages, si tu veux, où il y a du vrai décor. Il est sur son cerf avec les bois, etc. Il y a des passages, c'est pas totalement du numérique. Tu vois, je veux dire qu'il y a une envie, il y a des plans des fois sur l'armée d'orques. Tu vois que c'est des vrais mecs, etc. Je veux dire, il y a pas
j'avais peur qu'ils franchissent la ligne et que ce soit tout numérique, en fait, quand j'avais vu la bande-annonce. Et en fait, non, il y a quand même une volonté de rester un peu au décor naturel. C'est vrai. Même si ça part, évidemment, de plus en plus. On n'est pas du tout à la hauteur du premier Seigneur des Anneaux ou du second, un peu moins dans le Retour du Roi. Le Retour du Roi, à la fin, il y a quand même beaucoup de numérique. Mais il n'a pas totalement franchi la ligne. Là-dessus, honnêtement, j'étais pas... Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui font très jeux vidéo. J'étais pas déçu. Tu penses à toute la scène là dans l'ancien village des hommes, quand ils sont attaqués par les orques justement, et que t'as Bard qui doit sauver quelqu'un, et le mec prend une charrette à roulettes, se met dedans et commence à dévaler la rue, et on a cette espèce de plan jeu vidéo typique. Je me suis cru dans Uncharted ou un truc dans ce genre-là, tu vois, ça fait plan jeu d'aventure, du mec dans son truc, en train d'avancer dans la ruelle, avec donc lui en bord cadre sur le côté, le chariot, au bout de ton objectif pour savoir où tu vas avec ton joystick, et lui qui commence à descendre, et ça fait vraiment déjà attraction à Disney World de niveau 3D relief, et ça fait jeu vidéo à cause du FPS. Donc moi c'est vraiment double. Ouais. C'est de toute façon déjà à la base j'ai du mal avec toutes les technologies employées dans ce film. C'est faire un film en 3D relief parce que ton film a pas de profondeur et que tu vas le rattraper, ça tu es mauvaise langue. Non, celle-ci j'avais vraiment envie de la sortir depuis très longtemps. Le summum de ce côté jeu vidéo étant atteint par effectivement cette confrontation sur laquelle on est parti et sur laquelle on revient finalement, entre Galadriel et Sauron. Alors c'est rigolo parce que on s'est pas consulté. Mais en rentrant, on a parlé de la scène, il m'a donné son avis, et c'était exactement ce que j'avais noté 20 minutes avant, à peu de choses près. T'as dit quoi, t'avais dit? Je dis que c'était, je sais plus. T'avais dit que c'était un combat d'effets spéciaux fait avec Sony Vegas, c'est ça? Ah, j'ai dit effet Sony Vegas. Effet Sony Vegas. J'ai dit effet Sony Vegas, oui. Et moi, j'avais marqué... Ah oui. Là-dessus, je suis intransigeant. J'avais marqué c'était un combat d'effets After Effects entre Sauron et Galadriel. Ça ne m'avait pas dérangé dans le deuxième. Dans le deuxième, il y a cette scène où Gandalf regarde dans l'œil de Sauron, et en fait il voit Sauron à l'infini qui se répète, tu sais. Ça m'avait pas dérangé, au contraire, j'avais trouvé que c'était une bonne idée. Mais là il a beaucoup trop abusé du truc. Mais là, c'est dans tous les sens. C'est vrai qu'il y a un champ contre champ, c'est un contre champ. Évidemment ils se confrontent, donc c'est un champ contre champ, mais c'est entre Galadriel qui est passé en noir et blanc, enfin en inversé, en négatif, et qui est en train d'envoyer des invocations, et Sauron qui est en train de se barrer en couille. Galadriel essaye de vaincre Sauron en l'obligeant à bannir ses pouvoirs et à le bannir en fait tout simplement de la Terre du Milieu. Au final, tout ce qu'elle va faire, c'est le faire fuir en Mordor. Donc elle essaye de le bannir à travers son pouvoir de la lumière, et donc lui pour vaincre les ténèbres. Et donc il y a ces espèces de chant contre chant où elle hurle des incantations. J'ai pas du tout aimé le ton de voix ni rien, je trouvais que c'était beaucoup trop. C'était ce qu'elle avait employé. Oui, mais là dans le contexte ça ne marche pas. Dans le Seigneur des Anneaux, déjà c'est quand même pas à ce point-là. Et il y a, si tu veux, tout est concentré sur elle. Ouais. Alors que là, tu as elle, si tu veux, qui est à fond dans son incantation, la voix à fond, l'image, si tu veux, qui pète bien. Puis derrière, t'as Sauron, t'as la musique. Oui. T'as le thème de Sauron qui démarre derrière en plus, si tu veux, avec les trompettes bien lourdes, ça y va à fond. Et t'as Sauron, du coup, il bug, il se met à... il a vraiment, Et c'était beaucoup trop. Ça fait vraiment effet visible. Beaucoup trop. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est Sony Vegas, quoi. On dirait qu'il a superposé les effets, mais beaucoup trop. Et ça ne fonctionne pas. C'est beaucoup trop abusé, en fait. Parce qu'en fait, il obtient l'effet inverse. Ce qui devait être en plus, il l'a mis beaucoup trop tôt dans le film. Il aurait dû le mettre plus tard. Ça aurait dû être plus proche du climax. Il aurait dû le mettre plus tard, ça. Enfin, le climax, Gandalf. Ce qui aurait dû être justement l'apogée du truc. Ils arrivent à envoyer Sauron en Mordor, et ça démarre les événements du Seigneur des Anneaux. Et du coup là, c'est pareil, ça fait un peu comme Smaug, ça fait un prout, parce que ça termine des enjeux importants. Parce qu'il y a plein de personnages qui débarquent d'un coup, et qu'on aurait pu laisser justement pour qu'ils se battent, et laisser Gandalf faire son truc dans son coin, quoi. Ils auraient pu du coup continuer à se battre contre Sauron pendant tout le truc. Ça aurait fait un parallèle entre entre la bataille des 5 armées et se battre contre Sauron. Ça aurait été intéressant. Tu vois, l'une des affiches principales du film, justement, je m'en souviens, c'est Gandalf qui est dans un sale état, et Galadriel, si tu veux, qui vient le chercher. Tu l'as vu cette affiche? Et comme ça, l'affiche d'ailleurs est magnifique. Et ça t'annonce justement que c'est un enjeu important. Et là, dans le film, c'est expédié tellement rapidement pour laisser de la place à la bataille des 5 armées, que du coup, je pense qu'en fait, Peter Jackson, pour compenser le fait qu'il expédie ça très vite, a voulu balancer des tonnes d'effets
pour donner une scène superbe impressionnante qui, bah, au final, ne fonctionne pas. On peut se moquer de George Lucas, hein, franchement. Lui, il a même pas attendu les rééditions, il l'a fait direct. Non, remets-en un! Il a déjà dit cet effet, remets-en un! Mais, ouais, ça, vraiment, je trouve ça dommage, parce que j'attendais beaucoup, puisque là, parce que justement, comme ce n'est pas tellement dans le livre c'est raconté, ça fait partie des apports de Peter Jackson, tout ça, de faire vraiment une confrontation directe, surtout avec Gandalf. Je me suis dit, comment est-ce que Peter Jackson va faire ça? Et au final, bah, il s'en sort pas bien, quoi. Là-dessus, j'ai été déçu. Non. Dès que Peter Jackson, les trucs que lui-même a voulu amener, là, il a pas du tout assuré derrière. Et c'est dommage. C'est dommage, il y avait potentiel, quoi. Eh oui. Pour moi, de toute façon, ce projet n'est qu'un énorme gâchis depuis le début. Pour moi, si le projet avait été fait en un seul film, ça aurait été honnête et ça aurait été quelque chose qui aurait eu de la valeur. En 3 films, pour moi, ce n'est vraiment, depuis le début, hein, ce n'est qu'une machine à pognon. Oui, destiné à faire plaisir aux fanboys et rien de plus, quoi. Alors, je sais que c'est très, très direct et très gros de dire ça, mais vraiment, le mécanisme de réflexion du film, c'est ça. C'est qu'est-ce que les gens ont envie de voir, qu'est-ce qui va plaire aux gens, qu'est-ce qu'on va leur mettre pour leur faire plaisir et qu'ils viennent nous voir. Mais tu le sais en tout état de cause quand tu vas voir le film. Tous les films font ça, bien entendu, mais t'as différentes façons de le faire, et là, ils le font de façon mauvaise, faire revenir des personnages qui servent à rien en les exploitant mal. Pour moi, ils ont même diminué Legolas en le faisant revenir comme ça dans cette saga-là. Je le trouve moins intéressant en voyant ce truc-là. Oui. Créer des nouveaux personnages qui ne servent qu'à ajouter une romance débile entre une elfe et un nain. C'est-à-dire qu'il y a une certaine complaisance en fait de Jackson avec ses propres histoires. C'est comme le fait, là c'est méga spoil, qu'à la fin il annonce Aragorn. Oui. Il l'annonce vraiment. Il l'introduit en fait sur scène en disant va voir Aragorn. Et tu sens vraiment cette complaisance, ce petit clin d'œil. C'est léger comme spoiler. Mais oui, non mais c'est parce que ils te font ça comme un clin d'œil alors que c'en est pas du tout un. Je veux dire, c'est gros comme un château. C'est le genre de clin d'œil, tu sais, avec les cils qui te battent quand même quand tu... Oui, tu sais, c'est les clins d'œil genre. Non, c'est le truc bien exagéré. Ouais, c'est trop quoi. C'est vraiment dommage. Mais je trouve qu'il y a un défaut de justesse de toute façon dans cette saga depuis le début qui est assez compliqué. Quitte à vouloir rajouter des trucs et à vouloir mettre, j'ai envie de dire, une implication sur tes autres films, c'est-à-dire cette volonté de renvoyer au Seigneur des Anneaux et tout, il aurait pu aller jusqu'au bout et ajouter des scènes, je sais pas, Sauron qui va en Mordor, la reconstruction de sa tour, etc. Une autre scène avec le Conseil Blanc pour rajouter un peu parce que du coup il expédie ça très vite. Je sais pas pourquoi il a voulu faire une espèce de deux poids deux mesures en mettant tout le ton sur la bataille des 5 armées et en même temps vouloir rajouter ces scènes qui du coup tombent à l'eau parce qu'elles ne sont pas assez exploitées, quoi. Et qui font quelque chose du coup d'assez creux en fait. Oui, non, mais ça c'est le ton est quand même beaucoup plus léger, le message est plus simple que dans. C'est normal. Mais encore une fois, c'est tout le problème, c'est que j'avais dit un des problèmes pour moi, c'était que le fait de le faire en 3 films, c'est que de l'épique de fable, ce genre de récit qui en soi n'a pas énormément d'enjeux, c'est-à-dire que oui, d'accord, ça met certaines bases en place, mais en soi le récit n'a pas vraiment d'impact. C'est compliqué de dire ça parce que tous les gens qui mettent le Seigneur des Anneaux disent que c'est très important, mais vraiment, en soi, on s'en fout. On n'a pas besoin de le savoir, si vous voulez, pour que pour que ça rende le Seigneur des Anneaux plus dramatique, par exemple, pour que ça le rende plus intéressant, que ça l'explique mieux, je trouve que ça apporte rien en soi, parce que tout ça est trop peu important, trop creux. Tout ça a été tiré sur trop de choses. On est parti à la base d'un bouquin qui s'appelle Le Hobbit, qui fait combien de pages? 120? 160? Quelque chose dans ce genre-là? Quelque chose dans ce genre-là, oui. 120, oui. Qui est censé être concentré sur un petit mec qui s'appelle Bilbo et qui va faire une petite quête et qui va faire son machin et qui, d'ailleurs, tombe dans les pommes pendant toute la bataille. Quasiment, ouais. Et il ne la voit pas, donc elle est même pas décrite, je crois, dans le bouquin. Il tombe dans les pommes et il se réveille. Il se réveille et c'est là, il me semble que les aigles arrivent. Ceux qui ont lu le bouquin ou qui l'ont à portée de main confirmeront, quoi. Voilà. Mais en l'occurrence, il y a une partie de la bataille qui n'est pas vue parce qu'elle est dans les yeux de Bilbo qui tombe dans les pommes. Voilà. Et du coup, alors, le problème de tout ça, c'est que les enjeux marchent moins bien et surtout, on s'est éloigné de Bilbo. C'est quand même un gros problème du film. Quand j'avais fait mon voyage d'ordinateur, j'avais dit, faut appeler le film le Gandalf, mais tu peux l'appeler le Thorin, tu peux l'appeler le Sauron, tu peux l'appeler tout, sauf le Hobbit, en fait. On se fout du Hobbit pendant toute l'histoire, et alors d'accord, il commence et il ferme le récit, mais en soi, c'est vrai, c'était pas un personnage important du récit, et oui, il a fait sa petite quête personnelle, mais on s'en fout. Je veux dire, même dans le Seigneur des Anneaux, il est là pour donner son anneau à Frodon, donc qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir la quête personnelle de Bilbo? Pour moi, c'est vraiment, cette saga n'a servi à rien, en particulier au niveau de Bilbo. Ce n'est rien. C'est un portable qui vibre.
enfin le Bilbo, c'est un vrai problème quand même de son traitement dans le film. Dans le film, non, dans le film. La saga même, je trouve. Ah, dans le premier et dans le deuxième, non. Le deuxième, c'est vrai qu'on le voyait plus. Mais dans le premier, je trouvais qu'il y avait déjà des puisque c'est lui qui, par l'intermédiaire de sa quête, découvre l'anneau. Donc le premier et le deuxième se concentrent vachement là-dessus. Oui. Surtout le premier, évidemment. le premier s'arrête même complètement d'un coup pour dire. Sa quête, elle est achevée à Bilbo à partir du moment où Erebor est libéré du joug du dragon. Après la bataille, finalement, lui, il est spectateur en fait. Oui, il est passif. Donc là-dessus, Jackson n'avait pas trop le choix. Sa quête même psychologique est finie, c'est-à-dire que ça y est, il s'est rendu compte de son attachement pour ces personnages-là, de ce que lui-même était, de ce qu'il valait. Donc sa quête à lui aussi est terminée. C'est même pour ça qu'on a dit que dans le livre, il t'en pas. Enfin, c'est que il s'en fout quoi. Parce que ça le concerne plus. C'est des choses qui le dépassent. De toute façon, la beauté en fait un peu du Seigneur des Anneaux et aussi du Hobbit à ce niveau-là, c'est de toujours commencer en te montrant la comté comme un endroit bien paisible, qui n'a aucune idée de ce qui se passe autour. Il y a ce rapport entre la taille physique et la taille dans l'histoire où les hobbits en fait sont complètement détachés tellement ils sont petits en fait de ce qui se passe dans le reste. À chaque fois, parce que c'est pareil, ça c'est l'histoire dans l'univers du Seigneur des Anneaux, ça te le raconte à chaque fois qu'il y a eu un grand événement, ceux qui ont casqué en fait c'est les hobbits qui se sont déplacés quoi à chaque fois, tu vois, qui sont allés de plus en plus vers l'ouest comme des grosses victimes et pour finir par être dans la comté. Donc c'est toujours cet enjeu-là en fait, un petit être insignifiant qui devient signifiant en découvrant le monde en même temps. Even the smallest sparrow can change the course of the future. Frodo Baggins. Bilbo, oui, je sais Gabriel. Bilbo Baggins. Bilbo Baggins. Et là, sa quête, elle est terminée. Et peut-être que oui, il y avait moyen de, en se focalisant un peu plus sur son point de vue à lui, plutôt qu'en se concentrant sur des personnages qui sont rajoutés par Jackson. Il y a une grosse concentration quand même sur Legolas dans la bataille à la fin. Oui, c'est vrai. Plusieurs fois le point de vue de Legolas et tout, qui est là. Legolas qui sauve la journée, qui sauve tout le monde, tu vois, à plusieurs moments. Plutôt que de se concentrer sur Bilbo. C'est dommage, quoi. Ouais, là-dessus, je pense qu'on est bien d'accord. Oui, il y a un vrai gâchis. Cela dit, il y a quand même pas mal de choses qui sont montrées avec la réaction de Bilbo. C'est quand il commence à arriver des choses aux nains, par exemple, on voit la réaction de Bilbo et on sent son attachement, en fait, aux nains, et du coup, il y a quand même quelque chose où on est marqué par rapport à Bilbo. Mais je trouve que comme dans la saga, on s'est pas beaucoup attaché à Bilbo, en lui-même. Ah mais ça c'est ton point de vue ça. Moi je me suis beaucoup attaché à Bilbo. Moi pour le coup pas vraiment. Non mais oui, on ressent l'émotion par rapport à Bilbo, tu veux dire. C'est pour un mini spoiler, bon je verrai si on le met en spoiler ou pas au montage. On a spoilé comme des dingues. Non mais je veux juste remarquer un truc, c'est que tous les nains, je vais spoiler complètement. Tous les nains qui meurent sont les nains beaux gosses du casting. Ah. T'as remarqué ça ou pas? Richard Armitage, tous les grands schtroumpfs restent en vie. Killy Philly et Thorin, c'était les beaux gosses, et c'est eux à qui il arrive des trucs, et finalement tous ceux qui sont en fait c'est les mêmes. C'est eux qui ont subi le plus de traitements aussi, c'est pour ça. Oui, mais du coup, si tu veux, t'avais toujours une flèche sur eux marquée victime, tu vois. Ça fait un peu le truc de victime du destin. C'est film du gros divertissement. D'ailleurs, je trouvais de toute façon très étrange. Les beaux gosses qu'on met en premier. Ouais, tu sais, c'est marrant. La première fois que j'ai entendu parler du casting du Hobbit, c'est une de mes potes, Ariane, qui a déjà fait des vidéos avec nous, qui m'a envoyé une photo de Philly, ou Killy. Non, de Killy, c'est le brun Killy. Ou c'est le blond? Killy? Oui. Il me semble que c'est le brun Killy. Donc, mais je ne suis pas sûr. Une photo de Killy en disant, il est trop beau gosse. Et je me dis, mais c'est quoi cette idée de prendre des beaux gosses pour jouer les nains? C'est un truc con, mais dans la mythologie de Tolkien, les nains ont jamais été décrits comme étant spécialement beaux gosses, je crois pas. Peut-être pas nain balourd comme dirait François, mais ils ont pas été décrits comme beaux gosses. Non, mais ça a pas été écrit à la même époque. Non, bien sûr, mais du coup quand j'ai vu ce truc-là, je me suis dit mais c'est marrant. Ils sont décrits comme des mecs avec des grands chapeaux, des manteaux verts, etc. Oui. Dans le bouquin, de toute façon, c'est beaucoup plus haut en couleur au niveau. Non, mais bien sûr. Folklorique. Je veux dire que grosso modo, tu regardes Gimli quand ils l'ont fait dans le premier, ils ont pas cherché un beau gosse, tu vois. Donc là, mais ça n'a rien à voir. Mais non, mais la confrérie de l'anneau justement, c'est une disparité quoi. Et quelque part si, c'est que quand ils font le casting pour les nains, bizarrement ils ont pris des beaux gosses et bizarrement c'est eux à qui il arrive des trucs graves dans l'histoire, tu vois. Et j'ai un peu envie de te dire que dès le début je les trouvais louches parce qu'ils étaient beaux gosses. Non mais ça oui, mais c'est parce que tu ne peux pas faire 13 personnages principaux
Donc ils ont pris ceux qui ont la tête qui correspond le plus en fait à une tête d'être humain, de spectateur, contrairement aux autres qui ont la grosse qui ressemblent à des nains quoi. Donc et ceux qui ressemblent le plus à des êtres humains vont porter le plus d'enjeux pour que le spectateur puisse se reconnaître. C'est ça qui est dommage. Tout tu pouvais le faire à la Sorte des Anneaux où t'avais un nain normal et tout le monde adorait Gimli. Oui, bien sûr, oui. Tout le monde kiffe Gimli, donc pourquoi avoir fait que ne pas avoir refait Oui, non, mais Gimli, je vois ce que tu veux. C'est ça que je trouve un peu dommage. Non, mais t'as partiellement bien raison, oui. Partiellement. Bon, ça c'était pas forcément essentiel. Est-ce qu'on a fait le tour des choses essentielles à ton avis? On a fait à peu près le tour des choses essentielles. Si t'as quelque chose d'autre en tête, du amour? Écoute, là pour l'instant non. Mon 3D adoré. Fallait trouver un rythme, une petite rime. Si ce n'est qu'il a mal découpé entre le 2 et le 3. Il a très très mal découpé le film, enfin la saga en général. C'était parce qu'il fallait garder du dragon dans le 3e. Mais non, il fallait pas. Et donc, du coup, bah oui, mais pour faire venir, enfin, pour une continuité, alors quand, du coup, ça je trouve que, étant donné l'enjeu déjà de base, enfin, étant donné l'impact de base de la saga, c'était pas nécessaire de garder en plus un petit morceau de dragon pour faire venir les gens. Les gens seraient venus de toute façon, parce que la saga plaît à tout le monde et que les gens vont la voir de toute façon. C'est aussi un peu pour ça qu'ils l'ont fait. Ils savaient que les gens iraient la voir. Donc je trouve que c'est débile d'avoir en plus été ajouté ça. Tu sais que ce que je me demande, si c'est pas une astuce légale à la con pour donner un cachet à Cumberbatch pour 2 films au lieu d'1. Je ne sais pas. C'est pas impossible. Franchement, je me demande. Je ne rentrerai pas dans ces thèses conspirationnistes. Dans ces choses sales, ces questions d'argent dans le cinéma, c'est moche. Non, bien sûr, c'est possible. C'est possible. Enfin bref, on va pas non plus déclarer des choses fausses. Voilà, globalement, moi je suis bien content que cette saga soit finie et qu'elle va enfin passer dans l'oubli. Moi je veux le Silmarillion à l'écran. Ah, ça se fera pas parce que le fils Tolkien a détesté ce que déjà a fait du Hobbit et a dit on lui vendra plus rien quasiment. Donc je pense que là c'est mort, on verra plus de Tolkien à l'écran avant un bout de temps. Apparemment oui. Donc tu vas voir qu'il va faire un remake du Seigneur des Anneaux. Et un épisode 4. On verra bien ce qui va se passer. Écoutez, moi je vais vous dire prenez soin de vous, allez voir des films parce que je n'ai rien de plus à ajouter. Quentin, est-ce que tu as un petit truc à dire pour terminer? Merci beaucoup. Mais je t'en prie. C'était très sympa. Bah, c'était un plaisir. Moi, j'avais envie de faire un petit événement pour finir cette saga en beauté. Et moi, comme d'habitude, je dis ciao les gens. Et bah, très bien. Donc, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao! Ciao!